Bien, alors on peut essayer de présenter à grands traits la perspective de chacun de ces deux tomes qui constituaient les deux parties de ma thèse de doctorat. D'abord, dans le premier tome, j'ai cru pouvoir faire l'hypothèse que la doctrine spinoziste de la puissance est utile à dessiner une conception assez approchante, sinon du socialisme tout court, du moins du socialisme entendu, non comme un effort pour renverser le sens des rapports de domination, mais comme un effort pour transmuter les rapports de domination en rapports de composition, selon la logique spinoziste définie par le second genre de connaissance. Voilà, alors je n'ai pas seulement emprunté à Spinoza et à son traité politique une méthode générale pour l'étude des questions de philosophie politique, mais je crois qu'un certain nombre de concepts, et notamment celui de puissance, sont utiles à comprendre, au moins par approximation, l'usage qu'en fait Xi Jinping, qui est lui aussi très friand de cette notion. Après une première partie, c'est-à-dire un premier tome consacré aux concepts théoriques essentiels, j'ai essayé de montrer dans une deuxième partie, donc dans ce deuxième tome, comment cette pratique de la puissance se déploie en stratégies variées qui mettent en œuvre une conception de l'état de droit, de l'économie, de l'écologie ou des relations internationales. Alors, ma compétence technique dans ces champs de savoir est insuffisante et elle nécessiterait des collaborations, j'en ai bien conscience, mais pas au point de paralyser toute discussion sur la question de l'adéquation entre ces stratégies et les buts généraux que la doctrine Xi affirme viser. Car certaines statistiques, sur l'espérance de vie notamment, sur le recul de la pauvreté, sur la hausse du niveau d'alphabétisation par classe d'âge, donnent, sans qu'il soit trop besoin d'approfondissement, des réponses tout de même assez fortes, peu sujettes à discussion. Demandons-nous tout simplement comment un peuple ne se réjouirait pas de voir son espérance de vie doubler en 70 ans, de voir ses richesses croître et son quotidien s'améliorer, ce qu'on appelle le miracle économique chinois, de voir son niveau d'éducation monter si spectaculairement, comme les classements PISA nous le disent tous les ans, sa quantité de brevets scientifiques dépassant désormais celle des USA, ou comment ne se réjouirait-il pas de voir revenir les antilopes du Tibet et les migrations d'éléphants blancs dans le Yunnan. Alors, on peut et on doit bien sûr faire des hypothèses critiques, notamment sur l'expansionnisme masqué d'une doctrine qui pourrait bien être pacifiste qu'en apparence. C'est possible. Mais il y faudra, je crois, plus d'une thèse, à cause de la complexité des polémiques à discuter. Comment comprendre, par exemple, quoi que ce soit à ce qu'on appelle l'indépendance de Taïwan, si l'on ne refait pas toute l'histoire du principe une seule Chine, Ige Zhonghua, qui a été voulu par l'ONU et par Nixon lui-même en 1971. Je vous renvoie à la résolution de l'ONU numéro, je crois, 2978. Et j'en passe, bien sûr, en remerciant au passage M. Renaud, M. Emmanuel Renaud, de m'avoir dissuadé de me risquer trop avant dans chacun de ces dossiers trop brûlants. Je pense notamment aux nombreuses pages que j'ai finalement supprimées concernant la question ouïghour. Il y a tant de désinformation sur ces sujets qu'ils exigeraient tous une thèse consacrée. Et j'ai finalement choisi, sous la direction de M. Emmanuel Renaud, de m'en tenir prudemment à quelques chiffres ou à quelques faits suffisamment massifs. Mais je concède très volontiers aux rapports et aux critiques de M. Saint-Omer que c'est dans le détail de ces questions qu'on pourra voir un jour si la mise en œuvre pratique de la doctrine Xi est conforme à ses prétentions, à ses discours. Car, comme on le dit justement, le diable se loge dans les détails. Alors sur ce point, je le concède, j'en ai peut-être dit trop ou pas assez, et ma thèse est inachevée. J'ai préféré me borner dans cette deuxième partie à un repérage des problèmes, en considérant que c'est l'histoire qui jugera Xi Jinping, et qu'il ne m'appartient pas à moi de le faire. Tous les chiffres accumulés dans la deuxième partie auraient pu facilement nous faire glisser vers les polémiques, et c'est par prudence que j'ai évité de m'engager trop avant dans le domaine de l'économie, par exemple, ou dans celui des sciences sociales et politiques.
Outre que ce n'est pas ma spécialité, j'ai bien conscience que ce sont des sujets hautement polémiques. Il suffit d'écouter les accusations portées par Rémi Herrera sur la falsification américaine des données de stock de capital chinois, falsification faite par le grand économiste Angus Madison lui-même. Il suffit de lire quelques pages de Guy Morbeau sur la révolution culturelle pour comprendre que nous sommes loin de tout consensus sur les chiffres et sur le sens de ces chiffres. Les multiplier ne nous aurait donc pas mis à l'abri de toute polémique. Il est pertinent de rappeler, comme l'a fait M. Saint-Omer, que la résolution du PCC du 11 novembre 2021, qui qualifie la révolution culturelle de désastre, je cite, tient en un paragraphe qui n'explicite pas ses raisons. De façon minimaliste, je m'en suis donc tenu aux raisons biographiques qui permettent de comprendre pourquoi Xi Jinping peut porter un jugement défavorable sur cette révolution culturelle dont il fut lui-même, rappelons-le, une victime. La prétention pacifiste du rêve chinois aurait pu aussi être discutée à travers le dossier des îles Spratleys ou la théorie américaine du collier de perles. Cette prétention est mise en cause par la volonté chinoise de rattraper l'influence perdue dans le Pacifique pendant le siècle d'humiliation, une perte que les pays dominants voudraient prendre pour un fait acquis, tandis que la Chine la dénonce comme une injustice de l'impérialisme qui doit être réparée. Ces dossiers politiques cruciaux mériteraient discussion, c'est évident, et je le reconnais. Ça mériterait discussion sur un plan juridique, historique. Et ma deuxième partie sur ce sujet en particulier, comme sur toutes les stratégies chinoises en général, n'a pu modestement que reformuler l'état de ces débats, encore une fois, qui restent ouverts, qui restent en cours. Il est vrai que face à des jugements à charge, le simple fait de remettre littéralement en question ces jugements peut faire l'effet d'un parti pris non assumé ou déguisé, d'un parti pris idéologique. Aussi faut-il insister, et j'insisterai une dernière fois, mon parti pris est méthodologique et il n'a rien à voir avec les faveurs qu'aurait par exemple à mes yeux la Chine socialiste. C'est un parti pris éthique aussi sans doute dans la mesure où je reste convaincu qu'on augmente ses chances de dépasser une dispute quand les deux parties, au lieu de chercher à s'imposer mutuellement leur point de vue, choisissent de prendre le temps de comprendre les besoins fondamentaux de leur interlocuteur, de comprendre le point de vue de leur interlocuteur. Raison pour laquelle, au risque de passer pour superficiel ou politiste sur la question de la mise en œuvre des stratégies et des procédures politiques, j'ai cru devoir revenir inlassablement sur l'importance morale des besoins et des intérêts fondamentaux de chacun. Même si Xi Jinping a utilisé tout au long de sa carrière le pseudonyme Zhexing, c'est-à-dire le philosophe joyeux, pour signer les documents administratifs, et même si j'ai essayé d'analyser la doctrine chinoise d'un point de vue philosophique, ma thèse ne permet pas de conclure que Xi Jinping soit un philosophe au sens académique du terme, et encore moins un grand philosophe. Il ne s'agit pas de l'encenser, il ne s'agit pas de valider le titre que Xi Jinping s'est donné, mais de comprendre quel usage particulier il a pu tenter de faire de la philosophie en politique et de mesurer un peu quel intérêt philosophique, théorique et pratique il peut y avoir pour moi, pour nous, à essayer de dialoguer avec lui sur ce registre-là, plutôt que sur celui des savoirs spécialisés des sciences sociales et politiques, de l'économie, etc. Bien sûr, ces savoirs spécialisés, dont je ne nie pas du tout l'intérêt, justifieraient bien des collaborations pour corriger mes lacunes de fond ou les erreurs de mes réflexions. Mais malgré les insuffisances de ce travail, je serais content si j'ai pu simplement, comme disent les Chinois, jeter un pavé dans la mare, Pao Zhuang Ying Yu en chinois, c'est-à-dire apporter sur ce sujet un éclairage suffisamment décalé pour susciter des remarques, des critiques et en tirer profit. Merci pour votre attention.